Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère, nous retrouverons Anna Evans qui pratique la communication intuitive avec les animaux. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Anna Evans, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous communiquez avec les animaux. Rappelons qu'est-ce que la communication intuitive pour ceux qui n'auraient pas entendu les précédentes émissions. La communication intuitive, c'est une démarche tout à fait personnelle qui concerne donc notre aptitude de cognition et qui permet d'entrer en communication avec la conscience d'un animal. Donc on utilise pour ceci une forme d'empathie qui est une empathie consciente qui a été travaillée. C'est-à-dire que nous sommes simplement en train de mettre une loupe, en train de focaliser sur une de nos aptitudes humaines naturelles, mais en la développant, en la travaillant, ça nous permet de vraiment comprendre un animal de l'intérieur. Est-ce que vous avez vécu des histoires extraordinaires, étonnantes avec des animaux depuis la dernière émission que nous avons réalisée ensemble? Je suppose que oui. Oh, écoutez, c'est au quotidien que je vis des expériences extraordinaires avec des animaux. C'est quelque chose qui fait partie maintenant de mes habitudes de vie. Je ne peux pas ne pas être attentive aux animaux qui se trouvent dans mon environnement. Ce matin, par exemple, j'allais faire mon marché tout simplement et je me trouvais donc sur un trottoir parisien où sont bien sûr présents les sempiternels pigeons. Et j'ai vraiment compris qu'un des pigeons ne souhaitait pas se déplacer, donc j'ai fait le tour j'ai fait quelques pas pour l'éviter de façon à ne pas croiser sa route et qu'il n'ait pas à s'envoler. Et finalement une autre personne est passée à côté. J'ai bien compris qu'il était en état physique de fatigue, d'épuisement, de lourdeur, etc. Une autre personne est passée et j'ai cette sensation que j'ai eue de sa part, cette demande de ne pas avoir à faire l'effort physique que je voulais lui épargner, eh bien l'autre personne n'a pas été attentive à son besoin de respect par rapport à sa fragilité physique, et donc il a dû s'envoler, et là j'ai vu qu'il ne volait pas normalement, donc j'ai pu avoir la confirmation en fait que cette information était juste. Vous avez eu d'autres expériences justement avec des animaux, des expériences un peu probantes comme vous nous aviez expliqué la dernière fois? Bien, vous savez, mon esprit scientifique, puisqu'au départ je suis vétérinaire, je me suis spécialisée en chirurgie orthopédique, c'est pour vous dire que j'ai vraiment un grand intérêt pour les choses carrées. Et donc mon esprit scientifique me pousse toujours à chercher une manière de vérifier ces informations que je reçois dans mon champ psychique. Et donc c'est vrai qu'à chaque fois que c'est possible, je tente d'avoir des vérifications. Bon là, avec ce pigeon, je n'aurais pas... c'est un petit peu la vie qui a permis la vérification, mais il y a souvent des moyens de vérifier qui sont parfois par d'autres êtres humains qui sont témoins d'une scène ou par des connaissances générales qu'on peut acquérir sur Internet quand on n'est pas très sûr de soi. Donc effectivement, je recherche systématiquement ces vérifications. Alors, vous me parliez d'un voyage hors antenne que vous avez fait récemment. Oui. Vous pouvez nous en parler ? Oui, écoutez, voilà, je rentre du Kenya, donc en Afrique de l'Est, où j'ai passé quelques temps dans la réserve de Masai Mara, qui est une grande réserve de faune sauvage qui se trouve sur le territoire des Maasai. Essentiellement, donc cette ethnie a son territoire qui est à peu près recouvert par la réserve. La réserve dépasse les limites du pays, mais moi je suis restée du côté Kenya. Et donc là, pendant quelques jours, j'ai vraiment eu l'impression d'être au paradis sur terre, c'est-à-dire que ces animaux
ont vraiment des comportements qui sont magnifiques, ils sont beaux, hein, déjà dans leur manière d'être, de se déplacer, d'interagir les uns avec les autres, etc. C'est d'une grâce, c'est d'une beauté extraordinaire. Et puis, eh bien, on a pu voir des scènes un peu inhabituelles qui ont été très touchantes et qui sont bouleversantes parce que quand on est un occidental et qu'on comprend ce qui se passe au niveau des territoires réservés aux animaux sauvages de nos jours qui sont en train de rétrécir très très vite parce que l'être humain envahit les territoires naturels de toutes parts, soit pour y prendre des ressources naturelles, soit pour s'y établir, etc. Eh bien, c'est bouleversant de se rendre compte que ces endroits, finalement, sont fragiles. Oui. Alors comment s'organise justement la vie animale dans ces réserves? Parce que nous, on n'a pas trop l'habitude. Ici, en France, les animaux sont un petit peu resserrés. Hein. Donc, dans ces endroits qui sont gigantesques, vastes, comment s'organise la vie animale? Alors, je crois que dans l'organisation de la vie entre les animaux, il y a une chose qui est vraiment très très frappante, c'est cette notion de préséance, de respect de l'autre et d'ordre établi. C'est-à-dire que bien sûr il y a des combats, il y a des attaques, il y a des animaux qui se mangent entre eux, etc. Mais il y a toujours une forme de respect de l'autre. Certaines espèces, par exemple à la rivière, ne boivent pas avant les autres, parce que, eh bien voilà, c'est comme ça. Certaines mangent avant les autres. Même dans un groupe animal, eh bien, il y a toujours une sorte de hiérarchie aussi pour accéder à la nourriture, pour s'organiser pour la chasse ou pour aller de l'avant vers un nouvel espace à conquérir, etc. Donc cette espèce d'organisation qui est comme une machine bien huilée, qui est très très harmonieuse, moi je trouve ça vraiment fascinant. Est-ce que vous avez pu communiquer avec l'un de ces animaux justement? Oui, alors en permanence, c'est quelque chose qui était en fait, c'était le but du voyage du groupe que j'ai accompagné là-bas. Nous avons vécu des communications toute la journée et même parfois la nuit, puisqu'il y avait des hyènes qui se sont introduites dans notre camp. Donc on a eu l'occasion aussi de faire des communications en dehors des heures de travail prévues. Et oui, bien sûr, il y a eu surtout, je crois, une communication bouleversante qui a été faite avec des éléphants. Ah oui. Il y avait malheureusement, vous savez que malgré les règlements internationaux, eh bien, le commerce de l'ivoire est encore une activité très lucrative, suffisamment lucrative pour encourager certaines personnes à chasser illégalement des animaux qui sont des sources d'ivoire, donc notamment les éléphants. Et donc nous avons vu un cadavre d'éléphant qui avait été abattu dans l'espoir, on le suppose évidemment, ça, on n'aura jamais de preuves, mais qui a été abattu dans l'espoir de récolter l'ivoire pour le vendre dans les pays de l'Asie. Essentiellement, c'est surtout par là-bas que se trouvent les acheteurs d'ivoire dans le monde contemporain. Il faut savoir que c'est des sommes absolument extraordinaires qui sont en jeu. C'est vraiment pour un chasseur qui aurait le courage d'aller abattre un éléphant et qui arriverait à vendre ses défenses, eh bien ensuite il n'a plus besoin de travailler pour le reste de sa vie s'il fait ça une fois. Donc incroyable. Évidemment, des gens qui sont dans la misère ont envie de faire ça, c'est très tentant. Mais bon, donc nous avons vu ce cadavre d'éléphant qui a été abattu et puis les personnes n'ont pas pu récupérer les défenses avant que l'alerte soit donnée. Donc se trouver à côté des rangers du parc puisque bien sûr leur rôle était de prendre les défenses de façon à ce que les contrebandiers ne puissent pas les avoir. Et donc à ce moment-là, bien elles sont placées dans les réserves nationales du pays et elles ne peuvent plus participer à ce commerce illégal. Parce que le Kenya fait partie des pays qui ont souscrit au respect à la protection des animaux producteurs d'ivoire. Et donc nous avons communiqué avec un jeune éléphant qui arrivait depuis l'horizon vers ce cadavre en ligne droite et qui était vraiment très très clairement en route tout seul dans cette direction. Oui. Et nous lui avons demandé qu'est-ce qui motivait, comment est-ce qu'il avait été prévenu, qu'est-ce qui motivait son déplacement seul. Les éléphants sont souvent quand même en groupe, en groupes familiaux.
Et nous avons eu des informations tout à fait bouleversantes. Cet éléphant était là en fait pour se déplaçait. Il n'était pas encore arrivé au moment où on a fait la communication. Il se déplaçait pour honorer le corps de ce congénère qui était mort. Mmh. Il ne savait pas très bien comment s'y prendre, mais il obéissait en fait à une sorte d'instinct qui était très très fort, et il se sentait vraiment concerné par cette mort d'un animal qui peut-être n'était pas de son clan. Et puis ensuite, nous sommes restés sur place et nous l'avons observé, touchant différentes parties du corps de l'animal décédé avec sa trompe, et puis tournant autour. Et puis, les éléphants sont capables d'émettre des sons que nous entendons, donc des barrissements, mais aussi des sons qui sont dans l'infrason pour nous, donc qui ne sont pas audibles. Et on peut deviner qu'ils sont en train d'émettre ces sons parce qu'ils ont une position où la tête est un petit peu rentrée dans le menton. Ouais. Donc la trompe se trouve près des pattes avant et ils ont l'air très concentrés. Et à ce moment-là, on peut imaginer qu'ils sont en train d'émettre leurs infrasons. Donc on l'a vu rester dans cette position pendant un certain temps. Et il est resté plusieurs heures. C'était vraiment quelque chose de très très bouleversant de voir cet animal seul en train de rendre un hommage à sa façon. Quand on peut communiquer avec un animal, on peut s'expliquer un comportement et comprendre, aussi avoir parfois de la réponse par rapport à des choses qui ne sont pas vraiment connues dans les connaissances éthologiques de l'espèce. Tout à fait. Est-ce que la communication est différente avec ces animaux que la communication que vous pouvez avoir ici en France, par exemple ? Non, la communication reste la même, quel que soit le lieu où on la pratique. Je veux dire la façon de réagir de l'animal. Est-ce que les animaux réagissent différemment, justement, là-bas, par rapport à ceux de nos animaux familiers ici en France ? Alors, leurs réactions vont être très variables en fonction de l'habitude qu'ils ont de l'espèce humaine. Est-ce qu'ils ont déjà rencontré des personnes avec lesquelles ils communiquaient ou non ? Ça, c'est vraiment quelque chose qui va déterminer beaucoup leur réaction à la communication. Mais aussi en fonction du thème qu'on leur propose. C'est-à-dire que si c'est un sujet qui leur plaît, qui les intéresse, qui les attire, ça sera beaucoup plus facile, évidemment, de communiquer que si c'est pour leur dire qu'ils ont mal fait quelque chose. Oui, c'est sûr. Donc c'est difficile de donner une réponse générale à cette question. Le fait qu'ils soient domestiques ou sauvages ne change pas fondamentalement les possibilités de communication. Parce que leur vie est complètement différente. C'est vrai que leur fonctionnement n'est pas directement dépendant de l'homme, comme c'est le cas pour les animaux domestiques. Mais malgré tout, dans cette réserve, comme dans beaucoup d'autres sur la Terre, ces espèces sauvages sont quand même très habituées à voir des êtres humains, même si c'est dans des voitures. Alors nous avons reçu des questions d'auditeurs lors des émissions précédentes. Par exemple, Jean-Luc de Tarbes aimerait savoir comment bien nourrir son animal de compagnie et il nous demande si la nourriture industrielle n'est pas nocive pour la santé de son animal. Oui, alors c'est une grande question et effectivement c'est une question qui est très très importante parce que l'alimentation pour l'animal c'est exactement la même chose que pour nous, c'est la base de la santé. C'est-à-dire que idéalement il faudrait prévenir la maladie et la soigner quand elle survient, mais si on la prévient correctement, on a de moins en moins besoin de soigner. Et finalement, peu de propriétaires se rendent compte qu'il vaut mieux investir dans une alimentation de qualité parce que c'est une économie au final par rapport aux frais de santé qu'on peut avoir pour un animal. Donc dans ce contexte-là, c'est vrai qu'en tant que vétérinaire, je me suis énormément investie dans des conseils alimentaires quand je travaillais en clientèle. Donc c'est un sujet qui m'importe beaucoup. J'ai beaucoup conseillé de livres écrits en anglais sur l'alimentation naturelle de l'animal. Je ne sais pas très bien ce qui existe en français, mais je pense que ça existe. Et ça vaut vraiment la peine quand on acquiert un animal de se documenter, donc soit auprès de son vétérinaire praticien, parce que ça fait partie de la formation des vétérinaires de connaître bien l'alimentation à donner aux différentes espèces, mais aussi maintenant il existe des livres sur le marché français qui sont tout à fait valables, bien que je ne puisse pas en recommander ici. Donc pour bien nourrir son chien ou son chat,
il vaut mieux donner des produits frais. C'est-à-dire que tous les aliments industriels, même si leur formule est absolument parfaite, sont a priori de moins bonne qualité qu'une alimentation fraîche et équilibrée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont été chauffés pour la conservation et donc il va manquer un certain nombre de produits qui sont détruits par la chaleur. Pour les aliments secs, les croquettes, etc., eh bien la dessiccation va aussi détruire un certain nombre de ces aliments. Et même s'ils sont dans la formule qui est écrite sur la boîte ou sur la pochette, eh bien les aliments sont dénaturés par rapport à ce qui a été mis dedans au départ, par rapport aux ingrédients. Donc en fait, en nourrissant un animal uniquement avec des aliments conservés, donc des aliments industriels secs ou humides, eh bien, il va manquer des éléments de base dans cette alimentation et il faudra la complémenter pour que l'animal ait un régime sain. Donc finalement, on peut s'organiser pour donner des aliments frais aux animaux, puisque ils mangent à peu près la même chose que nous, Oui. Donc il suffit de faire ses courses en conséquence. Et à ce moment-là, eh bien, le grand challenge qui est le suivant, une fois qu'on a décidé qu'on peut nourrir son animal avec les mêmes produits que nous, c'est quelles sont les proportions, quel est le régime à instaurer. Alors là, ça serait un sujet un petit peu long à développer, oui. Mais en gros, je vais dire pour un chien, c'est 1/3 de viande ou poisson, en tout cas 1/3 de protéines, ça peut être des œufs ou du produit laitier, etc. Mais enfin 1/3 de viande ou poisson en général, 1/3 de légumes ou fruits et 1/3 de céréales. Donc ça, c'est la recette de base pour un chien. On peut la moduler si l'animal est âgé ou s'il est gros mangeur, s'il est en activité physique ou si c'est un animal d'appartement, etc. Mais enfin la base, ça reste ça. Et puis ensuite pour un chat, eh bien on peut donner plus de viande. On peut aller jusqu'à 50-60%, mais ou de poisson bien sûr, mais il ne faut surtout pas donner 100% de viande ou de poisson. Et c'est là que, en général, le bas blesse, parce que les animaux vont aller vers ce qui est le plus appétant. Et donc, il faut être très, très vigilant par rapport à ceci. Et puis aussi se souvenir que les habitudes alimentaires se prennent jeunes. Donc, si vous adoptez un animal adulte, par exemple, eh bien, malgré vos convictions et vos efforts, peut-être que vous aurez du mal à faire accepter à cet animal un autre régime parce qu'il aura été habitué autrement. Alors, si on lui donne 100% de viande ou 100% de poisson, ça peut être préjudiciable pour sa santé ? Absolument. Les protéines, donc même si ces animaux-là sont essentiellement carnivores, ils ne sont pas 100% carnivores. Dans la vie sauvage, les canidés, les félidés sauvages ne mangent pas que de la viande. Par exemple, ils mangent les entrailles de leurs proies qui sont des herbivores, donc ils ont quand même de la cellulose dans leur régime, même si c'est dans un pays désertique ou dans des circonstances extrêmes. Donc ils ne sont pas 100% carnivores, et ce qui se passe quand on donne 100% de protéines à un chien ou un chat, eh bien c'est qu'il fait un excès de sous-produits de l'alimentation des protéines, donc de la dégradation des protéines qui s'appelle les purines, et ils vont développer des insuffisances rénales. À l'heure actuelle, on a environ 8 chats ou chiens sur 10 qui meurent d'insuffisance rénale en France. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. On peut tout à fait éviter ça par une simple hygiène alimentaire. Parce qu'on pourrait croire que les animaux, nos animaux ici de compagnie, se sont adaptés au fur et à mesure. Oui, ils se sont adaptés dans le sens où, par exemple, ils vont accepter de manger uniquement des aliments secs, ou ils vont se nourrir aux heures où nous proposons l'alimentation, par exemple. Ça, ce sont des adaptations par rapport à la vie naturelle, mais ils ne peuvent quand même pas s'adapter au point de ne pas souffrir d'un excès de protéines. L'adaptation est relative. On ne peut pas demander à une espèce tout d'un coup de complètement transformer son métabolisme. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'un chat, par exemple, a besoin d'avoir toujours un peu de nourriture sous la main, je dirais, parce qu'il se trouve qu'il se met en hypoglycémie? Est-ce que c'est vrai? Pour un chat, c'est vrai que c'est très agréable d'avoir la possibilité de se nourrir en libre service. Oui. Parce que la prise alimentaire est un moyen de se guérir du stress, c'est un moyen d'apaiser, je dirais, des tensions intérieures, etc. Donc, c'est
le chat qui est en appartement, ça lui donne une occupation, ça lui permet de supporter des situations qui sont parfois inconfortables, etc. Donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir leur donner cette alimentation en libre service. Encore faut-il qu'il ne soit pas boulimique, évidemment, Oui. et encore faut-il que cette alimentation reste de qualité. On ne peut pas laisser un aliment pendant plusieurs jours comme ça sans qu'il ait été prélevé par l'animal. Il faut quand même Bien sûr. renouveler l'alimentation. Hein. Maintenant, la relation entre la prise alimentaire fréquente et l'hypoglycémie, elle n'est pas aussi directe que ça. Normalement, les animaux ne sont pas hypoglycémiques. Hein. L'hypoglycémie, c'est soit le résultat d'une alimentation qui n'est pas équilibrée, soit le résultat d'un problème métabolique. Mais un animal qui va prendre, par exemple, 1 ou 2 repas par jour ne va pas nécessairement développer des hypoglycémies. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Anna Evans, et nous parlons de communication intuitive avec les animaux. Alors Sandrine de Limoges, est-ce que les animaux ne souffrent pas en silence? Si oui, y a-t-il des signes qui laisseraient percevoir leur souffrance cachée? Bien sûr, les animaux sont capables de souffrir de tout un tas de choses. Hein. Donc, ils ont comme nous des souffrances physiques, de l'arthrose, des douleurs d'estomac, des maux de tête, etc. Et puis, comme nous, ils ne vont pas forcément exprimer leur souffrance. Alors, nous, on pourrait l'exprimer par des mots, mais aussi parfois par des cris Oui. ou par des gestuelles particulières. Par exemple, quand on a une migraine, on a envie de rester dans le noir. Donc, ils peuvent parfois souffrir en silence, c'est-à-dire accepter quand même la promenade avec le maître, même si la douleur articulaire est bien présente. Ils peuvent s'exprimer par des sonorités ou par des gestuelles particulières. Hein. On a vu des chats qui restaient cachés dans des armoires des journées entières, et quand on leur demande pourquoi en communication, c'est parce qu'ils ont des migraines. Donc il y a ces douleurs-là qui sont des douleurs physiques, qui vont s'exprimer plus ou moins, et puis ensuite il y a toutes les douleurs morales aussi, hein, donc là qui sont très présentes chez les animaux, puisqu'ils ont la même gamme d'émotions que nous. Donc les animaux sont capables d'avoir des sentiments de tristesse, des colères, de la jalousie, une dépression, etc. Et donc là aussi, bien sûr, cette souffrance ne va pas forcément être facile à comprendre pour le propriétaire. Parfois, nous observons bien que notre animal n'a pas un comportement habituel, mais nous ne savons pas très bien ce qui se passe. Et c'est vrai que la communication intuitive là est un outil mais vraiment précieux pour identifier ce qui se passe et donner à l'animal une meilleure qualité de vie autant que c'est possible. Donc vous avez communiqué souvent avec des animaux comme ça qui étaient un peu perturbés ou malades ou qui avaient un problème? Oui, absolument. Récemment, j'ai communiqué avec une ânesse qui fait partie d'un groupe d'ânesses qui servent à la production de lait pour faire des produits cosmétiques. Donc une étable où il y a quand même une certaine surveillance des animaux parce que ce sont des animaux précieux. Une surveillance quotidienne, et donc cette ânesse n'allait pas volontiers vers le reste du troupeau certains jours, et on ne savait pas très bien si il y avait des difficultés relationnelles avec d'autres animaux, ou si elle avait mal quelque part et qu'on ne se rendait pas compte qu'un déplacement lui était désagréable, etc. Et non, tout simplement, il y avait certains jours où elle avait des migraines abominables et qu'elle ne voulait pas, dans ces jours-là, sortir de l'étable pour aller au grand jour, parce qu'elle préférait rester dans un endroit silencieux et plus sombre. Alors là, dans un autre domaine, Éric de Nîmes, pourquoi ne fait-on pas une loi plus sévère, plus dure pour ceux qui abandonnent les animaux? Ça, c'est vrai que ça serait très nécessaire, je suis bien d'accord avec Éric. Je pense que ça devrait être un délit qui serait sévèrement puni, hein, parce que l'animal est une créature vivante et que nous avons une responsabilité, une responsabilité civile, hein, puisque nous sommes propriétaires d'un objet qui est capable puisque dans la loi l'animal est un objet encore en France, hein, cet objet est capable de causer des torts à autrui.
par exemple de débouler sous une voiture et de causer un accident si nous l'abandonnons, mais nous avons aussi une responsabilité morale et éthique vis-à-vis d'une créature vivante. Et ça, malheureusement, les législateurs sont très en retard par rapport à ceci. Donc certains pays, comme l'Angleterre par exemple, développent une législation où il y a maintenant, la Suisse aussi, il devient nécessaire, obligatoire d'avoir un permis pour posséder un animal, ce qui veut dire que l'animal va être identifié et relié au propriétaire. Donc le jour où il sera abandonné, eh bien on pourra espérons retrouver le propriétaire et évidemment il n'existe pas encore dans la loi de moyens de le punir vraiment, mais c'est déjà une première étape. Je pense qu'il y a besoin effectivement de la part des législateurs de réfléchir à cette notion de responsabilité éthique et du statut de l'animal. Et les philosophes à l'heure actuelle sont concernés par ce problème en France et dans d'autres pays, mais même en France on s'y intéresse. Et je pense que c'est quelque chose qui va évoluer, mais ça évolue très très lentement et évidemment, du point de vue d'un animal abandonné, c'est beaucoup trop lent pour que une situation soit résolue dans la durée de vie d'un animal. Alors récemment à Béziers, dans l'Hérault, des propriétaires sont partis en laissant leur chienne enfermée dans l'appartement, dans l'appartement, donc les personnes qui habitaient l'immeuble ont été obligées d'appeler les pompiers pour chercher la chienne qui a fini à la SPA. Mais on voit beaucoup d'autres situations qui sont irresponsables. Celle-ci est un exemple malheureux, mais il y en a d'autres. Vous savez, il y a des animaux qui meurent en été dans des voitures parce que les propriétaires ne savent pas que la température d'un chien peut s'élever très très rapidement. Le chien ne transpire pas comme nous, et il y a des animaux qui meurent cuits, vivants dans la voiture. Ce sont des choses qui sont abominables. Et puis tous ces abandons. Simplement, est-ce que c'est l'ignorance? Est-ce que c'est le manque de respect? C'est difficile à dire. Là, je pense que c'est certainement, dans ce cas-là, l'ignorance. Mais les animaux qui sont abandonnés dans les forêts ou les animaux que l'on trouve sur la route, comme ça, qui sont abandonnés, là, c'est plus de l'ignorance. Alors, il y a des abandons volontaires, ça c'est vrai. Il y a aussi des animaux qui s'échappent et que les propriétaires n'arrivent pas à retrouver. Il y a des propriétaires qui sont il y a ça aussi. Désespérés de ne pas retrouver leurs animaux. Et là aussi, la communication intuitive peut faire sa part. Mais quand il y a effectivement une volonté d'abandon, on ne peut pas... c'est très difficile de convaincre un propriétaire de sa responsabilité. Est-ce que vous avez communiqué avec des animaux abandonnés ? Bien sûr, c'est quelque chose que je fais régulièrement. J'ai travaillé avec des refuges pour établir des profils d'adoption, par exemple, c'est-à-dire permettre à ces animaux que leur seconde chance soit vraiment optimale, leur donner les moyens de redémarrer dans la vie, étudier quels sont les traumatismes principaux qu'ils ont vécus et les accompagner pour qu'ils puissent en sortir. C'est une partie importante de mon travail. J'y consacre beaucoup de temps parce que j'estime que c'est vraiment une des petites réparations auxquelles je peux participer en tant qu'individu par rapport à tous les comportements inexcusables de notre espèce. Tout à fait. Alors Anna, est-ce que vous avez des conférences en vue et quels sont les thèmes de ces conférences ? Oui, alors en mars, je vais donner une conférence en Belgique, Sud-Belgique, qui va concerner le thème de l'apprivoisement de l'animal. Comment justement, quand on récupère un animal complètement traumatisé, comment l'apprivoiser, comment s'en faire un ami, comment le rassurer sur nos intentions et l'aider à redémarrer, mais aussi comment devenir ami ou développer des relations avec les oiseaux de nos jardins ou avec des animaux qui sont vraiment partie prenante de la vie sauvage. Donc ça, c'est la prochaine. Et puis, il y aura au mois de mai des journées dans votre région où je vais travailler avec des ânes, les ânes de la montagne Sainte-Victoire. Nous allons aussi travailler avec des chevaux lors de cet atelier. Donc là, c'est une formation, ça n'est pas une conférence. Une formation de plusieurs jours pour les personnes qui souhaiteraient apprendre cet outil et le mettre en œuvre dans leur vie, soit avec leurs propres animaux, soit avec des animaux dont ils s'occupent d'une façon ou d'une autre. D'accord. Est-ce que vous avez des projets ? Plein. Alors, lesquels ? Je déborde de projets. Lesquels ? Mon Dieu, mais je suis en train de repréparer un voyage en Afrique, là, justement ce jour-ci, pour travailler à nouveau plus en profondeur avec les éléphants. Ce sont des animaux qui me fascinent.
Je vais bientôt animer un atelier dans les Cévennes concernant les abeilles. Vous savez que les abeilles sont en grande difficulté avec les méthodes de production industrielle de miel et qu'il y a vraiment nécessité là, d'éveiller les consciences de ce côté-là. Je vais travailler pour la première fois, nous allons développer un atelier conjoint entre la communication intuitive et la communication facilitée, qui est le merveilleux travail d'Anne-Marie Vexio, une orthophoniste française, qui utilise une approche bien particulière qui est différente de la communication intuitive, et elle s'intéresse au public qui est humain, qui est dépourvu de parole, par exemple les personnes qui ont fait un AVC ou les autistes, enfin des gens qui ne peuvent pas communiquer avec leurs semblables par les mots. Oui. Et donc nous allons travailler avec un de ces élèves pour étudier la complémentarité entre ces deux approches et donc permettre à des couples propriétaires animaux de mieux fonctionner ensemble en faisant appel à ces deux outils. Brièvement, la technique, c'est quoi la différence ? Alors écoutez, je ne suis pas vraiment spécialiste en communication facilitée. Oui. Il faudrait, je suis certaine qu'il y a beaucoup d'informations sur le site d'Anne-Marie Vexio. Elle a un site internet. Elle a aussi écrit des livres, cette dame, donc notamment un qui s'appelle Un clavier pour tout dire, et puis elle en a écrit 2 ou 3. Je ne peux citer que ce titre pour l'instant. D'accord. Donc en gros, la communication facilitée permet un facilitateur, donc là il s'agit d'une personne qui est formée spécialement par ses soins ou par ses élèves, puisqu'elle a aussi des élèves qui sont formateurs. Donc cette personne va rencontrer dans un espace particulier de conscience un individu humain qui n'a pas la parole et va permettre à cette personne de s'exprimer par l'intermédiaire d'un clavier. Donc ça peut être un clavier d'ordinateur, donc l'expression se fait par écrit, ou ça peut être un petit clavier, par exemple, sur lequel la personne va montrer quelque chose. Enfin, je ne sais pas très bien les modalités techniques, mais l'idée c'est que cette personne va trouver une manière d'exprimer ce qu'elle a en elle pour se faire comprendre des autres, pour faire connaître sa souffrance, ses désirs, ses peurs, etc. Et vous avez des projets d'écriture ? Oui, alors moi je suis toujours en train d'écrire mon livre sur les loups. Je crois que je vous avais parlé de ce projet la dernière fois. Ce livre est toujours en cours. C'est un projet qui évolue en permanence puisque, je ne sais pas si vous savez, la législation évolue en France d'une manière défavorable aux loups. Il y a une population qui est entre 200 et 250 loups en France, ce qui est vraiment très très petit. Elle peut augmenter, bien sûr, mais ça restera dans des limites raisonnables puisque les loups régulent eux-mêmes leur population. Ce sont des super prédateurs et ça fait partie de leur capacité. Malheureusement, la législation n'évolue pas du tout favorablement dans le sens de la protection du loup. C'est très dommage et donc je vois toujours des nouvelles choses à ajouter à ce livre. Et donc j'espère que je vais réussir quand même à le terminer. Il va falloir qu'à un moment je me dise on s'arrête là. Voilà, ça c'est mon grand projet d'écriture pour l'instant. D'accord. Et puis je continue, si vous voulez, à travailler avec le sujet de l'euthanasie. Je vais probablement aller en parler aux États-Unis dans un congrès avec des confrères et des consoeurs dans le courant de l'année, puisqu'il y a maintenant aux États-Unis un groupe de vétérinaires qui s'occupe de soins palliatifs et d'accompagner la fin de vie, donc c'est une spécialisation. C'est un sujet qui me touche beaucoup aussi parce que je pense que c'est une étape très très importante à la fois pour l'animal et pour ses propriétaires de mourir bien et finalement de finir sa vie dans des conditions qui sont dignes. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur et je pense que je vais continuer à développer ceci puisque l'année dernière j'avais réalisé ce grand projet là d'un film de 3 heures qui fait le tour des différentes questions qui entourent l'euthanasie de l'animal. Pour en revenir au loup, que pensez-vous de la situation justement française par rapport au problème du loup ? Je pense qu'elle devrait être dépassionnée. C'est dommage que les prises de décision soient faites dans un contexte aussi passionnel et à court terme. Nous savons qu'il faut des prédateurs dans la nature pour que les équilibres naturels puissent se faire.
C'est quelque chose qui est reconnu par tous les spécialistes. Nous savons que les évolutions entre des équilibres entre les espèces se font à des échéances qui sont plus grandes que les échéances électorales. Et malheureusement, personne ne tient compte de ces deux facteurs. Donc, je crois que là, on aurait peut-être effectivement, avec un peu plus de recul et un peu plus de sagesse, la possibilité, par exemple, d'écouter les producteurs de maïs qui souffrent des excès de sangliers dans leurs champs dans le sud-ouest, bien que le sud-ouest ne soit pas encore, pour l'instant, le territoire où des loups se sont réintroduits. Mais on aurait peut-être quand même un peu plus d'équité s'il y avait moins de passion entre les éleveurs de moutons qui ont peur pour leurs moutons et puis les producteurs de maïs, par exemple, dont qui eux n'ont pas voix au chapitre quand leur production est détruite par des sangliers. Je pense qu'il faudrait être un petit peu plus équitable et qu'il faudrait vraiment regarder les choses à plus long terme. C'est très facile pour la France de condamner, par exemple, la chasse à la baleine ou le commerce de l'ivoire parce que nous ne sommes pas concernés directement. Mais bon, nous sommes aussi condamnables avec la politique actuelle que nous avons sur le loup. Tout à fait. Par d'autres pays qui pourraient très bien juger les législations qui se font d'une façon un petit peu ad hoc, sans réflexion profonde. Elles sont condamnables au regard de tiers et elles sont condamnables, je pense, pour la nature. Alors, est-ce que vous avez quelques ouvrages à nous présenter ? Alors, sur comment bien nourrir son animal, il y a 2 vétérinaires, pour ceux qui lisent l'anglais, qui ont fait des ouvrages remarquables. C'est Cheryl Schwartz aux États-Unis et le docteur Pitcairn, qui est un homéopathe mondialement connu. Donc eux, ils ont fait des livres qui ont déjà quelques années, mais qui n'ont pas pris une ride sur l'alimentation des animaux. Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne peux pas vous recommander un auteur français parce que malheureusement mes références sont restées dans ce pays-là et je n'ai pas lu d'auteurs français qui ont écrit sur l'alimentation animale récemment. Il y a aussi un livre très très intéressant qui a été écrit par une propriétaire d'animaux canadienne, une éleveuse de chiens, dont les animaux ont malheureusement souffert, même sont morts, à la suite d'une erreur de formulation d'un aliment sec, donc d'une croquette industrielle au Canada. Ah oui. Et son livre raconte un petit peu comment sont faits les aliments industriels dans l'Amérique du Nord, mais c'est la même chose en Europe. Il n'y a pas de législation très particulière qui surveille la fabrication de ces aliments. C'est un livre qui a été traduit en français, mais je ne connais que le titre anglais. Ça s'appelle Food Pets Die For. Donc les aliments qui sont mortels pour nos animaux. Ce livre est absolument remarquable parce qu'elle a décortiqué la chaîne de production des aliments pour animaux et elle nous démontre que, on achète parfois cher quelque chose qui est fabriqué avec des protéines de mauvaise qualité, avec des sous-produits qui sont plus ou moins digestes, qui vont causer des pathologies XY, qui ensuite vont être très coûteuses à traiter, qu'on ne pourra jamais traiter complètement tant que les animaux continuent à être alimentés de cette façon. Donc elle dénonce un scandale et c'est vraiment très très intéressant à lire. Est-ce qu'on avait tendance à croire que cette alimentation était quand même surveillée ? Oui, elle est surveillée en ce qui concerne la formulation, mais bon, la qualité des produits qui font partie de la formule finale n'est pas aussi, et de loin, moins bien surveillée que les aliments pour être humain. Alors rappelons vos ouvrages sur la communication intuitive. Alors le premier livre en fait que j'ai écrit auquel j'ai contribué aux côtés de Jacqueline Bousquet et Rémi Chauvin est Épuisé. Il s'appelait L'homme ou l'animal qui est le maître. Le second c'était Communication intuitive, rencontre avec le monde animal. Donc ce livre-là, maintenant, on est à sa 3e édition et il comporte dans cette dernière édition des photos et des témoignages de personnes qui pratiquent la communication intuitive, comment ils utilisent cet outil dans leur vie. Alors certains pour recueillir un faucon blessé, d'autres pour aller, un petit garçon qui rentrant de l'école allait passer une demi-heure sur le dos de sa jument allongée pour lui raconter ce qui s'était passé dans sa journée scolaire, etc., etc. Une photographe qui photographie des dauphins en communiquant avec eux, enfin voilà, des tas de petites anecdotes comme ceci. Et puis ensuite, plus récemment, j'ai écrit un livre sur les vaches. Donc là, le travail d'un groupe
qui a communiqué avec un troupeau de vaches à viande, donc des vaches dont la chair est mangée après abattage. Elle se trouve dans les supermarchés de nos villes. Et donc, que pensent les vaches de cette utilisation que nous avons d'elles, et puis comment vivent-elles entre elles? Qu'est-ce que ça représente, le quotidien de la vie dans un troupeau? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre aussi sur la vie en général? Et bon, voilà, ça c'était le dernier livre qui bien sûr va aussi donner quelques informations sur le fait de manger de la viande, le coût écologique de cette production de viande pour la planète. Maintenant, il y a quelques sources d'informations sur ce sujet, notamment le film qui a été primé dans plusieurs pays de mon confrère belge, qui s'appelle Love Me Tender. Donc c'est un jeu de mots, Love Meat Tender, et puis ensuite le jeu de mots c'est Love Me Tender. Voilà, donc ça c'est un documentaire très très complet sur le fait de manger de la viande. D'accord. Alors vous avez un site internet? Oui, bien sûr. Alors c'est www.communicationintuitive en un seul mot.com. Qu'est-ce que l'on peut trouver sur le site? Des vidéos, des informations? Alors sur le site, oui, on va trouver des extraits d'émissions de télévision auxquelles j'ai participé, on va trouver des articles de presse, on va trouver mon calendrier, c'est-à-dire les activités que je propose dans différents pays. On va trouver aussi quelques explications sur ce que c'est que la communication intuitive, et puis des liens avec des enseignants aussi qui pratiquent différentes approches utiles à l'animal, soit pour leur santé, soit pour d'autres directions. On va trouver des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de communication intuitive, donc des personnes comme vous et moi, des gens de la rue, qui ont rencontré la communication intuitive et qu'est-ce que ça leur a apporté. Et puis j'ai aussi une communauté Facebook, donc là c'est la communauté Anna Evans, sur laquelle sont publiées régulièrement des informations que je choisis pour informer les gens sur l'actualité mondiale de l'animal. Par exemple, le fait qu'il y a eu récemment, en fin d'année dernière, une manifestation au Japon dans une station de métro très grosse. Une manifestation contre la chasse à la baleine, donc dans une ville de Tokyo, ce qui est quelque chose de merveilleux, je crois. Pour terminer, Anna, est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs? Oh oui, alors le message que j'ai, c'est pour toutes les personnes qui s'intéressent aux animaux, qui sont sensibles à tout ce que l'animal peut nous apporter dans notre quotidien. C'est vraiment d'écouter son cœur, c'est de se dire l'animal est une créature intelligente, ça maintenant plus personne ne le dispute, mais de se dire que nous pouvons avec notre cerveau humain, nos capacités de cognition, nous pouvons être à l'écoute de ce qu'ils vivent en eux. Et il est possible de partager quelque chose avec eux. Ça passe par le cœur, ça passe par l'empathie, c'est-à-dire un cœur qui n'est pas émotionnel, un cœur qui est conscient. Voilà. Donc j'encourage chaque auditeur et chaque auditrice à se faire confiance et à porter attention à ces petites choses qui sont en nous. Peut-être que ces petites choses sont vraies, qu'elles correspondent à une réalité pour l'animal. Donc une fois que vous avez pris conscience de quelque chose comme ça, est-ce que mon chat est triste, ou alors est-ce qu'il aimerait plutôt qu'avoir accès à la chambre, ou etc. Une fois que vous avez pris conscience de ça, eh bien, faites un petit effort, ouvrez la porte, voyez si le chat sort, et donc ça correspondrait à l'information que vous auriez eu, que ce chat avait envie d'aller de l'autre côté, ou si vous avez un animal dont vous avez l'impression qu'il aime la musique, eh bien allumez France Musique et puis vous verrez bien s'il écoute, ou évidemment votre radio. Ouais. Il faut oublier un peu son intellect. Voilà, il ne faut pas rester dans l'intellect. L'intellect, c'est juste la moitié de notre cerveau. Et on a une autre moitié qui est notre moitié sensible. La réalité sensible de l'être, c'est quelque chose de très très important. Et c'est là que se trouve notre lien à l'animal et nos racines qui nous emmènent dans la vie. Il faut plutôt penser avec le cœur, l'âme et l'esprit. Voilà, alors évidemment, ça c'est un grand axe, c'est un grand objectif de la vie humaine. Mais je crois que vis-à-vis de l'animal, c'est important de partir du cœur, de partir de notre être sensible qui est notre réalité animale, et puis ensuite, eh bien, pourquoi pas le confronter à l'intellect. C'est déjà un grand départ. Anna Evans, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. C'était vraiment un véritable plaisir. J'espère vous retrouver très prochainement. À bientôt. Bonne continuation. Au revoir.
Merci, le plaisir était vraiment partagé. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.